vient à point qui sait attendre, hein, c'est vraiment l'adage du jour. Donc bienvenue à tous et à toutes, je suis ravie de relancer après la période estivale donc, nos rendez-vous santé, hein, que l'on fait régulièrement tous les 2 mois. Et donc je remercie le docteur Fadel, le docteur Chia qui malheureusement a un souci mais qui est représenté aussi par l'équipe d'endocrinologie, Madame Flamme au niveau de l'éducation thérapeutique et du pôle de prévention d'être parmi nous et l'équipe de Péronne parce qu'en fait là on a vraiment voilà, un ensemble et donc je vais pas plus tarder pour passer la parole, mais je pense que je voulais simplement dire que c'est hyper important et toutes ces thématiques que nous essayons de développer dans le cadre notamment du contrat local de santé, de manière à effectivement vous aider au quotidien sur des thématiques de prévention qui sont hyper importantes. Et donc voilà, et donc merci beaucoup Dr Fadel et je lui passe tout de suite la parole. Merci beaucoup Madame Berthaud pour cette invitation. Je remercie les personnes ici présentes et je tiens à remercier mes équipes parce qu'il y a l'équipe de Saint-Quentin, je suis honoré par l'équipe de Péronne qui ont fait le trajet pour venir. Donc permettez-moi de vous présenter dans ce rendez-vous de santé qui est très important, parler de notre prise en charge, notre parcours de prise en charge de l'obésité à l'hôpital de Saint-Quentin et comme vous avez vu, dans tout le territoire. Donc je me présente, je suis Dr Fadel, chirurgien digestif et bariatrique. Je travaille à l'hôpital Saint-Quentin depuis 2 ans. Je continue à travailler aussi au niveau de CHU de Lille, une journée par semaine, et je travaille une journée par semaine à l'hôpital de Péronne aussi, tout dans le cadre de la prise en charge de l'obésité. Donc malheureusement, M. Chia, notre chef de service d'endocrinologie et diabétologie, s'excuse pour des raisons de santé, force majeure. Donc il est représenté par l'équipe. Donc je vais vous parler de l'obésité. L'obésité, déjà, il faut la définir au début. C'est quand est-ce qu'on parle d'obésité? Quand on a un indice masse corporelle au-delà de 30. Comment on calcule l'indice masse corporelle? C'est le poids sur la taille au carré. Donc, pour une personne normale, cet IMC est entre 20 et 25. À partir de 25, on parle de surcharge pondérale. À partir de 30, on commence à parler de l'obésité dans ces différents niveaux. Il y a la modérée jusqu'à 35, sévère entre 35 et 40, et au-delà de 40, c'est l'obésité morbide. Pourquoi c'est morbide? Parce qu'elle est associée généralement à d'autres pathologies. Il y a plusieurs facteurs de l'obésité. Comme je dis à mes patients, c'est pas votre faute que vous avez cette obésité. C'est une maladie. Désormais, elle est connue comme une maladie, mais on est quand même responsable. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a les facteurs génétiques, les facteurs naturels, il y a les facteurs environnementaux, culturels, avec tout ce qui est malbouffe qu'il y a actuellement, tout ce qu'on consomme transformé, industriel, avec des additifs, les perturbateurs endocriniens, ça provoque cette surcharge pondérale qu'il faut bien surveiller, surtout actuellement chez les enfants. Parce que ça commence dès l'enfance généralement. Donc, ainsi, on a défini l'obésité comme maladie. On voit que c'est un problème de santé publique. On a 17% d'obèses en France. C'est une moyenne nationale. Et en région Hauts-de-France, on est les champions de France. On est les premiers. On est à plus que 22%. Bon, on n'a pas atteint les chiffres des États-Unis qui sont à 30 et 40%. Mais si ça continue comme ça, la courbe est en train de grimper. Pourquoi c'est un problème de santé publique? Parce qu'il y a l'augmentation des risques de développer des pathologies. C'est quoi ces pathologies? C'est comme l'hypertension artérielle, comme diabète, comme les troubles respiratoires, le syndrome d'apnée de sommeil. Et j'insiste surtout qu'on a montré que c'est un grand facteur de risque de développer des cancers. Il y a pas mal de cancers qui sont en rapport avec l'obésité, qui sont favorisés par l'obésité. Et une autre information aussi prouvée scientifiquement, qu'une personne obèse a une espérance de vie 10 ans en moins par rapport à une personne normale. En France, l'espérance de vie, c'est aux alentours de 84 ans. Une personne obèse, elle est à 74 ans. Donc les indications de la chirurgie bariatrique, la prise en charge chirurgicale de cette obésité, datent un peu. C'était 2009, on parlait
des patients qui sont éligibles sont les patients qui ont un IMC plus que 40 et les patients qui ont un IMC entre 35 et 40 associés à une comorbidité. C'est quoi la comorbidité? C'est les maladies associées. Et généralement, c'était connu comme l'hypertension artérielle, le syndrome d'apnée de sommeil et le diabète. La Haute Autorité de Santé, en février 2024, soit environ 15 ans après, elle a mis à jour. Et du coup, elle a rallongé la liste parce qu'elle a découvert que, comme je vous ai dit, l'obésité, c'est un facteur de risque de plusieurs maladies. Et du coup, ça a été rajouté les maladies osteo-articulaires, tout ce qui est lombalgie, hypertriglycédémie, les ovaires polykystiques, les problèmes de fertilité pour les projets de PMA, les maladies rénales chroniques, l'asthme et la prise en charge aussi des hernies de la paroi abdominale, ainsi que l'incontinence urinaire. D'où l'intérêt de prendre en charge cette obésité. L'intérêt, c'est pour améliorer l'état de santé et améliorer la qualité de vie. J'insiste bien, je dis ça souvent, toujours à mes patients, c'est pas une chirurgie esthétique. Vous n'êtes pas là pour se faire opérer, pour avoir la taille mannequin. Pourquoi? Donc, l'intérêt de la chirurgie de l'obésité, c'est diminuer le poids. Ainsi, on va diminuer les risques cardiovasculaires, on va diminuer les risques d'apparition et d'aggravation des maladies comme l'hypertension artérielle, comme le diabète, comme la dyslipidémie. Et ça a été démontré qu'on arrive même, allez-y, vous pouvez entrer, qu'on arrive même à récupérer les 10 ans perdus pour l'espérance de vie. C'est-à-dire le fait que le patient qui était obèse, qui soit pris en charge pour cette obésité, qui revient à un poids normal, il peut récupérer 9 à 10 ans dans son espérance de vie et rejoindre la population normale. Donc, je viens à ce que nous, on a mis en place. C'est une unité qui est là depuis 2005, qui a été mise par mes aînés, que j'ai pris le relève en tant que chirurgien référent avec mes collègues pour continuer à développer à l'hôpital de Saint-Quentin. Et on a mis en place un parcours. Ce parcours, il intègre une équipe pluridisciplinaire. Il y a les diètes, les psychologues, le chirurgien, l'endocrinologue, le cardiologue, le pneumologue, gastrologue, radiologue et aussi, surtout, le médecin traitant. Parce que c'est la première personne à qui s'adresse le patient. L'objectif, c'est de dépister les comorbidités, d'essayer de les contrôler avant l'intervention et de les traiter. Pourquoi? Parce que, bon, dans notre unité, vous voyez là M. Chia, heureusement absent, qui est bien entouré. C'est l'équipe médicale, c'est l'équipe des diètes, des endocrinologues, où il y a à l'unité Cordier, ça a été mis en place et bien coordonné par Madame Flamme, des parcours de prise en charge, parcours d'éducation thérapeutique, d'obésité, de préparation. Obésité, on parle d'obésité, c'est-à-dire on ne va pas abandonner les patients qui ont un IMC inférieur à 35, ils ne sont pas éligibles à la chirurgie. Du coup, ils ont un parcours d'éducation thérapeutique médicale qui est cadré par les diètes, les psychologues, les médecins endocrinologues. Il y a un parcours aussi d'éducation thérapeutique aussi pour la chirurgie bariatrique et bien sûr le suivi après la chirurgie bariatrique. Donc c'est un parcours où on a appris l'adressage du chirurgien ou de l'endocrinologue, on fait des séances d'évaluation du patient pour avoir un suivi individualisé au patient avec des consultations de groupe, avec des bilans évolutifs. Pour qu'à la fin, on se réunit tous et on fait notre RCP. On a eu une petite RCP hier qui avait pas mal de patients. Au cours de cette RCP, on essaye de réunir un maximum d'intervenants. Ceux qui ne peuvent pas être présents, ils envoient leur rapport et leur accord. Et pour valider le dossier qui sera soumis à la sécurité sociale, parce que la sécurité sociale prend en charge à 100% ce traitement. Donc, mais il faut que le patient a fait un parcours qui dure au moins 6 mois, et qui a réalisé toutes les explorations et que son dossier a été validé dans une réunion de concertation pluridisciplinaire. Pour, après, avoir un rendez-vous
pour réaliser l'intervention chirurgicale. C'est une intervention chirurgicale qui se réalise sous anesthésie générale, bloc opératoire, et qui se réalise désormais par voie celluloscopique. C'est quoi la voie celluloscopique? C'est la voie où on fait des petits trous, des trocars, et on met une caméra et on met des pinces pour opérer. C'est une technique qui est là depuis les années 90. Et actuellement, on est à l'ère de la chirurgie 2.0 et on a de la chance à Saint-Quentin d'avoir le robot chirurgical qu'on vient d'inaugurer lundi. Bon, on a commencé à travailler avec depuis le début d'année, mais on a fait l'inauguration officielle lundi. C'est un outil qui est un peu trop onéreux, qui permet d'aider le chirurgien en tenant les instruments, parce qu'en celluloscopie, le chirurgien il opère, il a un aide qui tient les instruments et c'est lui-même qui articule avec les instruments. Le robot là, c'est lui qui va tenir la caméra, tous les instruments, et le chirurgien, j'étais là, à côté des patients, où je suis sur une console, où j'ai une image agrandie 10 fois et une image en 3D, c'est-à-dire comme si j'ai la tête dans le ventre du patient. Même si on ouvre le ventre du patient, on ne verra pas mieux. Et aussi, les instruments sont branchés et j'arrive à les manipuler de telle façon, je peux faire des gestes 360 degrés, c'est plus que ce que peut tourner la main humaine. Donc comme si j'ai le prolongement de mes mains à l'intérieur, ainsi ça va me permettre de faire des gestes précis, microscopiques, qui donneront la sécurité pour le patient. Ce n'est pas des gestes grossiers, et sécurité pour moi aussi en faisant le geste dans des bonnes conditions. Bien sûr, avec moins de fatigue, je soulève moins, je fais moins de douleur au niveau de la paroi, et ça a montré que ça permet d'avoir un rétablissement rapide, moins d'arrêt de travail, moins de durée de séjour, moins de douleur post-opératoire, et on est en train de démontrer actuellement à l'échelle mondiale que ça donne moins de complications. Tous ces outils sont faits pour réaliser différents types d'interventions. En chirurgie bariatrique, actuellement en France, il y a 4 interventions qui sont validées. On ne peut pas faire autre intervention que ces 4. Dans une que je ne vais pas en parler, puisqu'elle est tellement rare, je vais parler des 3 principaux, qui sont l'anogastrique, la sclérosrectomie. C'est des techniques qui permettent aux patients de manger une quantité moindre. Et il y a une autre technique qui est à la fois restrictive et mal absorptive, c'est le bypass. Le patient va manger moins, il va absorber moins. L'anogastrique, ça consiste à mettre un anneau en silicone à l'entrée de l'estomac, de telle façon ça ferme l'entrée de l'estomac et le patient mange moins. Il est rattaché à un boîtier qui est sous-cutané qu'on peut gonfler et dégonfler avec une Sorac. Ça permet de serrer, desserrer l'anneau. Bon, c'est une technique qui a été développée dans les années 90, on a réalisé beaucoup d'anneaux. Actuellement, on n'a que 2% des interventions, c'est des anneaux gastriques. Pourquoi? Parce qu'on a découvert, il y a des anneaux qui datent depuis 25 ans, qui n'ont posé aucun souci, mais c'est une technique qu'on garde spécialement pour certains patients qui ont des risques sur la cicatrisation, des risques de complications. Donc on pose moins d'anneaux actuellement. Ensuite, la sclérosrectomie, c'est la technique en vogue actuellement, elle est apparue au cours des début des années 2000. Actuellement, 60% des interventions, c'est la sclérosrectomie. C'est une technique qui consiste à transformer l'estomac sous forme d'un tube. C'est-à-dire on va retirer environ 2/3 de l'estomac et on va laisser que l'un tiers. Un estomac normal peut contenir 1 litre, 1,5 litre d'aliments. Là, la manœuvre qu'on va faire, on va transformer cet estomac en un estomac qui peut contenir entre 200 et 300 cc. Je vous mets la vidéo. Donc, c'est une vidéo, c'est une animation, c'est pas une vidéo réelle. Donc vous voyez, l'estomac peut contenir une grande quantité d'aliments. Là, on va venir avec une pince qui a la capacité d'agrafer de part et d'autre et couper au milieu. Tout ça, c'est calibré par un tube et on obtient à la fin l'estomac qui a été coupé, il sera retiré et à la fin, on obtient un tube. C'est une réduction de la taille de l'estomac. Et ainsi, il ne va pas contenir une grande
Ensuite, l'autre technique, un peu plus complexe, mais ça reste la technique standard de référence. Elle est âgée d'une 50aine d'années, même avant l'ère de la CELIO. Et le robot, il a donné beaucoup d'avantages sur cette technique parce qu'il facilite plus cette intervention. C'est une technique qui s'appelle gastric bypass. En français, c'est court-circuit. On va faire un court-circuit dans le tube digestif. Pourquoi? Pour manger moins et absorber moins. Ce court-circuit, ça commence par avoir une petite poche gastrique qui va contenir environ 60 ml. Cette petite poche gastrique, ensuite, on ne va rien retirer, elle sera raccordée à l'intestin dans sa partie terminale. C'est-à-dire on va court-circuiter environ 2 mètres et quelques de l'intestin. On a normalement entre 5 à 7 mètres, mais on va court-circuiter 2 mètres. Pourquoi? Parce que les aliments vont passer directement dans l'intestin, ils ne vont pas rencontrer les sécrétions qui sont en jaune, ceux qui parviennent de l'estomac, du foie et du pancréas. C'est ces sécrétions qui vont permettre la digestion. Du coup, la digestion va commencer plus tardivement. Donc, au lieu qu'on a la digestion et l'absorption des aliments qui se fait tout au long de ces 5 ou 7 mètres, ça va se faire dans environ la moitié ou les 2 tiers de l'intestin. Ainsi, le patient il va manger moins parce qu'il a un petit estomac et absorber moins. C'est une technique plus agressive, mais c'est une technique de référence. Bon, c'est la partie qui fâche, et en tant que chirurgien, je suis obligé d'informer les patients des risques et des éventuelles complications. Mais il n'y a pas de traitement sans risque, et on ne propose jamais un traitement à un patient qui le risque est important. Ici, les risques de complications sont rares, et la balance bénéfice-risque, elle penche beaucoup vers les bénéfices. Il y a des risques liés à l'anesthésie, comme toute intervention. On fait une anesthésie générale, il y a des risques. Il y a des risques liés à la technique chirurgicale, parce qu'il y a un risque de saignement, un risque de fuite, ce qu'on appelle la fissure, un risque d'ulcère, un risque de dilatation, parce que l'estomac peut contenir 200 ml. Si on va lui donner à chaque fois 400, 500, 1 litre, il va se dilater comme un ballon. Et il y a des risques aussi liés à l'amaigrissement. Comme je vous ai dit, on va absorber moins, donc on va absorber moins de protéines, moins de vitamines. C'est pour ça qu'il faut bien suivre un bon régime qui est adapté par la diététicienne pour enrichir notre alimentation en protéines et avoir des supplémentations vitaminiques. En plus de ça, il y a les risques de séquelles-cutanées. Les séquelles-cutanées, c'est que quand on maigrit, ça reste un peu de poids qui tombe. Aussi, la sécurité sociale prend en charge la chirurgie, l'abdominoplastie, chirurgie plastique. C'est pas parce que c'est une chirurgie esthétique, mais parce que ça a été démontré que le fait d'aider le patient en lui retirant l'excès du pot qu'il a, qui le gêne pour son activité, ça permet de l'aider à continuer à perdre du poids et à stabiliser son poids. Après l'intervention, les patients sont généralement hospitalisés le matin de l'intervention, une durée de séjour d'1-2 jours. On autorise qu'il boit de l'eau dès le soir de l'intervention et qu'il sera alimenté le lendemain après une consultation avec la diététicienne qui vient à son chevet. Il y a des ordonnances sorties pour les antalgiques, des compléments alimentaires et surtout on doit adapter son traitement habituel de diabète et d'hypertension parce qu'il va améliorer ses pathologies. Donc parfois on baisse les doses, parfois on arrête complètement le traitement. Le comportement alimentaire il va changer, c'est ça qu'on va travailler pendant la période avant l'intervention. Surtout il ne faut pas avoir de boisson gazeuse ou de l'eau à table, il faut boire 30 minutes avant, 30 minutes après. Moi désormais je commence à faire ça, c'est pas que pour mes patients. Et il faut bien mâcher, il faut prendre son temps pour manger, il ne faut pas regarder la télé ou regarder les écrans en mangeant, il faut diminuer la quantité de chaque repas. Et j'ai un exemple que les diètes à Lille le disent, c'est vous prenez pas le grand bol, vous prenez l'assiette dessert. Et ainsi vous pouvez calibrer ce que vous allez manger. Il faut fractionner les repas à 4-5 prises et avoir des collations. Et j'ai mis quelques photos de quelques supplémentations vitaminiques qu'on peut proposer. Le suivi, c'est un suivi à vie.
C'est recommandé que éviter la chirurgie pour les femmes en âge de procréer 18 mois avant la chirurgie. Donc il ne faut pas avoir une grossesse 18 mois avant et 18 mois après, parce qu'avec la perte de poids, avec les carences en vitamines, on a constaté qu'il y a des risques de malformation fœtale. Donc cette grossesse, s'il y a un projet, elle doit être bien programmée, bien surveillée. Le tabac, c'est obligatoire l'arrêt, parce que moi, au CHU de Lille, on est un centre de recours. Les patients qui sont passés par la petite fenêtre, comme on dit, c'est les patients qui ont continué à fumer. Ça provoque des ulcères, les ulcères se localisent là où on a suturé, des complications graves, des séjours en réa. C'est pour ça qu'on ne perd pas les patients s'ils n'ont pas arrêté de fumer 3-4 mois avant l'intervention. Il y a des médicaments qu'il faut éviter, comme les anti-inflammatoires, comme les corticoïdes. Et bien sûr, comme je vous ai dit, on adapte les traitements de fond. Je voulais mettre cette capture d'écran pour montrer qu'au cours de la première année, on a une perte de poids importante. Je ne sais pas si le curseur... Donc ça, c'est une étude qu'on a réalisée au CHU de Lille, qui est basée sur l'intelligence artificielle, qui a recueilli les poids de plus qu'une dizaine de milliers de patients partout dans le monde. On a recueilli leur poids avec un suivi de 6 ans, et on a constaté qu'au cours de la première année, la perte est plus importante. Après, il y a une petite ligne de miel, et la stabilisation se fait après 2 ans. Et c'est un outil qui permet, nous on le fait pour nos patients, de mettre quelques données, le poids, la taille, l'âge, s'il y a des pathologies, et c'est quoi le type d'intervention, et on peut prédire la perte de poids de nos patients. Vous voyez, il y a un intervalle, il y a une moyenne. Donc ça permet d'orienter des patients, parce que j'ai constaté que certains patients viennent avec une idée je donne un exemple, 150 kg, et le patient s'attend à ce qu'il sera à 70-80 kg. Non, c'est une chirurgie qui fait perdre, dans les meilleurs des cas, 30% du poids. Donc c'est une prise en charge qui, en moyenne, fait perdre entre 20 et 30% du poids initial. Donc j'insiste bien sur le suivi obligatoire. Nous, à 5 ans, on a mis en place un suivi avec le chirurgien, les médecins nutritionnistes, endocrinologues, les diététiciens et les psychologues. La première année avec un rythme trimestriel, ensuite tous les ans, les 2 premières années, et ensuite tous les 5 ans. Bien sûr, le médecin traitant, il est le premier contact. C'est qu'il constate une anomalie, on est là pour faire une consultation spécialisée. Et le relais se fait ensuite par le médecin traitant. Il y a des signes d'alerte quand il y a à informer les patients, surtout tout ce qui est blocage, vomissement, des sauts de repas, consommation excessive d'alcool parfois sur le plan psychologique, donc on alerte sur ça. C'est ça les signes qui emmènent à consulter. La perte de poids excessive, c'est-à-dire si on descend à 50-60 kg, c'est pas un bon signe. C'est qu'il y a un truc qui va pas bien. Donc c'est ça qui emmène à consulter. La reprise de poids, il faut la prendre en charge rapidement avant de reprendre tout le poids qu'on a perdu. En phase aiguë, juste après l'intervention, les signes cliniques, douleur et fièvre, emmènent à consulter pour chercher une complication. Et aussi, il y a les signes de carence, qui sont surtout l'anémie, les ongles cassants, les cheveux cassants, les signes neurologiques, l'asthénie importante. Ça, c'est des signes qui emmènent à consulter, que ce soit initialement après l'intervention ou au cours de la vie, le médecin traitant ou le médecin spécialiste. En conclusion, on est arrivé à la fin, l'objectif, c'est pas la taille mannequin, c'est pas avoir un poids, un chiffre. L'objectif, c'est améliorer sa santé et sa qualité de vie. Désormais, je dis à mes patients, bon, c'est vrai, j'ai pesé le patient pour avoir un poids, pour avoir un IMC, pour créer un dossier, mais on a fait ça à la première consultation. Après, désormais, je leur dis, essayez de prendre un petit calepin, on a un petit livret qu'on donne aux patients, essayez de noter les choses que vous n'arrivez pas à faire dans votre activité courante. C'est-à-dire, j'ai des patients qui disent, j'arrive pas à suivre mon enfant dans son activité, j'arrive pas à faire du vélo avec mon enfant. D'autres patients parfois me disent, j'arrive pas à faire mes souliers. J'ai entendu pas mal de choses, je leur dis de les noter, constater les choses que vous ne pouvez pas faire à cause de votre excès de poids. Et notre objectif ensemble,
c'est que vous arrivez à faire le maximum de choses après. C'est-à-dire, l'objectif, c'est pas j'ai un poids 150 kg, je vais perdre 30%, je serai à 100. J'ai des collègues qui m'ont raconté une fois l'anecdote d'un patient qui n'était pas bien parce qu'il est arrivé à 102. Il n'est pas arrivé à 100. Il est resté, il stagnait à 102. Donc il n'a pas accepté. Donc c'était une bonne réussite son intervention. Donc je reviens sur la perte, c'est 20 à 30% du poids initial. Il y a une stabilisation après, au bout de 2 ans. Les résultats généralement dépendent de l'adhésion du patient, de sa compréhension. Ce que je leur dis, c'est pas la solution miracle. C'est pas en cliquant de bloc que vous allez perdre du poids. C'est tout ce que vous faites avant, tout ce que vous faites dans la période de 6 mois qui est obligatoire, qui peut durer jusqu'à 1 an, 2 ans. C'est tout ce que vous faites, tous les efforts que vous faites. La chirurgie vient consolider ces efforts et vient couronner vos efforts. Et j'insiste bien sur l'activité physique adaptée après et le suivi à vie. Je touche un mot pour dire qu'on a des projets de développement dans notre unité. Le premier, c'était la chirurgie robotique qui a été mise en place en mars. Moi, j'ai commencé à Saint-Quentin à opérer des patients bariatriques en mars 2024. Je faisais avant sur le CHU de Lille. Et désormais, j'ai la possibilité de le faire à Saint-Quentin. Ça permet de profiter des patients du territoire de cette technologie. On a mis en place aussi la chirurgie bariatrique ambulatoire, c'est-à-dire les patients sont suivis à domicile, ils ne sont pas obligés de rester longtemps dans l'hôpital. C'est avec l'hospitalisation à domicile, avec des prestataires qui seront mes yeux sur le patient à domicile, qui nous donneront des rapports et sur l'évolution du patient, et ça permet de détecter des anomalies rapidement. On a le projet de mettre ce parcours en hôpital du jour, c'est pour éviter aux patients de venir faire des consultations multiples, c'est-à-dire il vient en une seule journée, il fait 3, 4, 5 consultations, ce qu'on a déjà mis en place avec l'équipe de Péronne. L'équipe de Péronne, c'est l'hôpital plus petit que Saint-Quentin. Saint-Quentin, il y a plusieurs intervenants, la surcharge est importante, donc on a un peu de mal à mettre en place, mais c'est en cours et c'est pour bientôt. Donc on essaye dans le cadre de maillage territorial de développer dans tout le département de l'Aisne, dans notre GHT, nord de l'Aisne, de faire des consultations avancées pour rapprocher les soins aux patients. C'est qu'au lieu que le patient se déplace de Hirson pour venir à Saint-Quentin ou se déplace de Péronne au Ham, on a commencé avec l'hôpital de Péronne à mettre en place des consultations avancées et des parcours avancés. La bonne nouvelle, c'est qu'on a été sollicité pour être un centre spécialisé d'obésité qui couvre tout le département. C'est une fierté, c'est généralement un projet de carrière. Il n'y a que 37 centres CSO en France, c'est généralement que dans les grandes villes. Et désormais, on est sur le projet, sur les dernières remarques, soumettre le dossier à l'ARS, au ministère, pour que Saint-Quentin soit le centre pilote, un centre spécialisé d'obésité qui va couvrir tout le département de l'Aisne, qui va continuer à collaborer comme aujourd'hui, avec des communications de sensibilisation auprès des patients, auprès des médecins traitants, collaboration avec les associations, avec les cliniques, avec les médecins libéraux, avec les autres hôpitaux, les autres centres, et aussi participation dans les protocoles de recherche. On y participe déjà avec nos collègues à Lille, à Amiens, à Paris, à Reims aussi. Je vous remercie. Je voulais savoir un peu le recul que vous aviez actuellement sur la chirurgie bariatrique et donc vous dites le suivi. Voilà. Actuellement, comment ça se passe pour les patients? Est-ce que réellement, effectivement, ça se stabilise ou il y a des échecs? Voilà. Quel est concrètement comment ça le suivi? Merci Madame Berthaud. Le recul, c'est une prise en charge, comme je vous ai dit, elle date depuis une cinquantaine d'années, et ça a été surtout consolidé par l'étude qu'on a fait là, à l'échelle mondiale, qui nous a permis de montrer cette perte de poids. Ça dépend un peu des patients, parfois l'adhésion, ça dépend, ce que je dis parfois aux patients, sûrement vous aurez des moments heureux dans votre vie, sûrement vous aurez des accidents de la vie. Il ne faut pas lâcher.
C'est-à-dire, il y a des patients avec un mariage, un divorce, un décès, ils se lâchent, ils reprennent des mauvaises habitudes d'avant, ils reprennent du poids, et du coup, ça fait qu'ils reprennent, ils retournent à la case zéro. Donc, nous, on est là, on fait le suivi, nos portes sont ouvertes, même les patients qu'on n'a pas opérés, ici à Saint-Quentin, j'ai des patients qui ont déménagé à Saint-Quentin. La porte est ouverte pour le suivi parce que moi, en tant que chirurgien bariatrique, je suis membre de la Société française de chirurgie bariatrique. Je remonte les statistiques de toutes les interventions parce qu'il y a un registre national pour assurer ce suivi et on participe à la prise en charge de tout patient qui présente une obésité, qui a été opéré à un certain moment, qui a besoin d'être opéré. Donc nos consultations sont ouvertes pour tous les patients pour assurer ce suivi. C'est une mission qu'on a. Parfois en chirurgie on dit c'est pas moi qui a fait la première intervention donc je peux pas suivre. Non, là, toute la mission de chirurgien bariatrique, c'est d'assurer le suivi de tous les patients en bariatrie. En France, il y a environ 1,5 million de patients qui ont été opérés au moins une fois d'une chirurgie bariatrique. Bientôt, on va atteindre les 2% de la population. Donc ça devient un phénomène, ça devient une pratique. Et même pour les médecins traitants, les médecins aux urgences, les radiologues, de faire un scanner, de voir un mental de bypass qui n'arrive pas à comprendre, ça devient un truc important à savoir. J'ai répondu à votre question. Oui, en fait, les patients éligibles sont les patients entre 18 et 60 ans. Mais on peut prendre en charge les adolescents avec un suivi plus rigoureux, avec une prise en charge qui dure plus longtemps. Et les patients au-delà de 60 ans, on peut le prendre en charge, mais c'est une demande spéciale qui nécessite aussi un dossier qui soit bien ficelé, un suivi plus important. Mais entre 18 et 60 ans, c'est l'indication. Et les autres cas, au-delà de 60 et moins de 18, c'est au cas par cas. Toujours, il y a la balance bénéfice-risque. Bonsoir, merci docteur. J'ai une petite question, je vais poser les choses simplement. Je fais 150 kg, vous me faites une opération, je reprends pour X ou Y raison, 150 kg. Est-ce que je me fais opérer de la même manière? Est-ce que je ne me fais pas opérer? Est-ce que la sécurité sociale décide de prendre en charge? Comment ça se passe? Comment on peut assurer? Y a-t-il une deuxième opération? Si on n'a pas, pourquoi? Si on a une, est-ce que c'est la même? Voilà un peu la question. Merci pour la question. C'est un cas de figure assez fréquent. J'en ai pas mal dans mes consultations. Surtout ici, quand je suis installé à Saint-Quentin, parce qu'il y en a pas mal de patients qui ont été opérés avec des indications limites et tout. Et c'est vrai, il y a pas mal de patients qui ont repris du poids. On peut considérer ça comme une complication. Et c'est au cas par cas. C'est le patient qui intègre le même parcours. Il va suivre la même prise en charge. Nous, dans l'équipe, on est plus rigoureux avec ces patients parce qu'il y a la notion de l'échec de la première fois. Les possibilités, parfois, pour les patients qui ont eu des anneaux, on peut retirer l'anneau et transformer en sleeve ou en bypass. Les patients qui ont eu une sleeve, généralement, on peut transformer en bypass. Et ce que je dis aux patients une première fois, il n'y a pas une première fois et après, oui, je peux faire maintenant la sleeve et je sais, c'est plus facile de convertir la sleeve en bypass après. Non, il n'y a qu'une seule intervention et on attend un seul résultat. S'il y a un échec, une complication, qu'on doit trouver une explication, il y a la possibilité de traiter après. Mais au départ, il faut penser directement que ce sera une seule intervention pour toute la vie. J'ai actuellement en consultation pas mal de patients entre 20 et 25 ans. On est plus rigoureux avec eux aussi parce qu'ils vont porter cette intervention, cette chirurgie pendant toute leur vie. J'ai répondu à la question. Très bien, merci. Je passe la parole aussi à ma collègue Vaudry, notre médecin endocrinologue. Je voulais juste dire aussi qu'il y a le SSR de Saint-Gobain qui accueille nos patients qui sont un peu limites aussi au niveau des indications, qui peuvent aussi avoir des échecs de sleeve ou bypass, et du coup, ça peut être une stratégie pour eux.
Oui. Moi, en tant que chirurgien, j'ai sauté directement sur le volet chirurgical, mais aussi, oui, on propose le traitement médical. Il y a le traitement médical avec le centre de rééducation nutritionnelle. On collabore beaucoup avec le centre de Saint-Gobain. Il y a d'autres centres dans la région en fonction du secteur du patient. Il y a un arsenal de traitement. On a des armes, on a un arsenal. Il y a la chirurgie, il y a la prise en charge médicale. Il y a actuellement, je n'ai pas abordé, mais on peut en parler. Ce qu'on voit sur TikTok, là, le nouveau traitement magique des injections, qu'on perd du poids assez rapidement. On peut en parler, c'est un outil, c'est un des éléments qu'on peut utiliser dans notre arsenal thérapeutique, mais ça doit être bien cadré. C'est pas parce qu'on a vu une Instagrammeuse ou une TikTokeuse qui a fait ça, qui a perdu du poids, désormais, c'est pas encore pris en charge par la sécurité sociale. Ça coûte 300 € par mois, le traitement. Mais ça peut être une révolution. Moi, en tant que chirurgien, je ne vais pas chômer. Si ce traitement marche, je suis content. Mais nous, on est sûr que c'est un traitement qui va nous aider à prendre en charge nos patients. J'ai des patients avec des IMC à 60, c'est-à-dire des patients qui pèsent 240, 250 kg. Je serais content s'ils utilisent ce traitement, qu'ils perdent un peu de poids et qu'ils auront une chirurgie dans des meilleures conditions. Parce que plus on baisse le poids, plus on peut faire la chirurgie en meilleures conditions. Les inconvénients, les risques avec ces traitements, c'est qu'il y a environ 25% des patients qui ne sont pas répondeurs au traitement, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à faire du poids. Il y a aussi des patients qui ont développé des complications de vomissements, de nausées, qui arrêtent le traitement. Il y en a quelques cas de pancréatite. La perte de poids n'est pas très importante, c'est aux alentours de 10%. Donc le seul moyen pour avoir une vraie perte de poids, ça reste toujours la chirurgie. C'est pour ça qu'on est confiant, on ne va pas chômer. Mais on peut utiliser ce traitement pour les patients qui ont repris du poids après, pour les aider à retourner à la normale, et pour les patients qui ont aussi des hauts risques chirurgicaux. Dans le cadre d'un stage, pour justement... dans le cadre de la préparation à l'intervention, donc j'ai assisté effectivement à la réunion et j'ai constaté que sur les 6 ou 7 personnes qui étaient présentes, c'était au PPVE de Saint-Quentin, à Cordier, beaucoup avaient déjà eu quelque chose, une intervention ou des traitements. Mais toutes revenaient parce qu'elles étaient revenues à leur travers par découragement pour de multiples raisons, comme vous l'avez évoqué. N'y aurait-il pas, alors je ne sais pas si ça existe, n'y aurait-il pas une solution d'avoir des patients dits experts, mais des patients aidants et des réunions pour suivre bien après le traitement, tout au long, parce que vous avez un schéma de suivi qui est conséquent, mais peut-être insuffisant pour le quotidien, notamment, je pensais avec psychologues, patients experts et des réunions aussi au type de groupe de parole pour qu'effectivement il y ait une automotivation et ensuite une plus grande réussite pour votre travail et pour la santé de chacun. Vous avez visé tout droit sur un projet que malheureusement moi en tant que médecin ou mes collègues ne peuvent pas faire, c'est qu'à Saint-Quentin on n'a pas d'association de patients. Dans d'autres villes il y a des associations de patients et là on essaye de voir avec les patients. Si vous êtes intéressé, vous aurez l'exclusivité de lancer cette association qui permettra de nous aider énormément, d'avoir le retour d'expérience avec les patients experts, avec les patients. Là désormais par exemple à Péronne j'ai le projet de mélanger un peu des patients qui sont en cours de parcours avant chirurgie et des patients qui sont au suivi. Ça permet d'échanger un peu d'expérience. Donc on est en train de travailler sur ça. Et dans le cadre de CSO, on est super intéressé d'avoir, et tout l'intérêt de cette rencontre aussi, d'inciter les patients qui ont été opérés
ou les patients qui sont dans le parcours, de se lancer dans cette vie associative, que nos portes sont ouvertes pour aider, pour apporter de l'aide, pour participer avec vous, à voir cette association de patients, parce que là, la seule association qu'on a pu recenser, c'est à Amiens, il y en a d'autres à Paris, mais dans le territoire ici, il n'y en a pas, malgré qu'on est un territoire où on a beaucoup de patients opérés. Hein. Okay.